gynécologue, et Madame Siam Rezghi, psychologue spécialisée en sexologie, Bonjour. qui travaille à la Polyclinique de Limoges. Nous en profitons aussi pour remercier la Polyclinique pour le soutien et l'organisation de cette deuxième table ronde dans le cadre d'Octobre Rose. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la sexualité et le cancer. Quel accompagnement pour les patients? Un sujet souvent tabou, mais qui concerne tous les patients. Donc n'hésitez pas à envoyer vos messages ou interrogations via le chat. Nous répondrons à la fin de cette présentation. Docteur Legros, Madame Rezghi, c'est à vous. Alors, merci. Donc, dans un premier temps, en fait, on va définir la sexualité. Il y a différents points de vue en fonction de la spécialité avec laquelle on exerce. Du coup, il y a des points de vue médicaux, psychologiques, anthropologiques et éthologiques. Mais si on doit définir la sexualité, on la définit comme un ensemble de phénomènes sexuels ou liés au sexe qui se présentent sous différentes modalités. Ces dernières, elles dépendent de facteurs socioculturels et il est important de préciser que la sexualité, c'est aussi une construction sociale. La sexualité, elle est indissociable du désir, et le désir, il préside la rencontre. Pour qu'il y ait une rencontre entre deux personnes ou plus en fonction des préférences de chacun, il est indispensable qu'il y ait un désir, et notamment dans la sexualité. Comme le disait Marie-Laure tout à l'heure, c'est un sujet tabou. euh, et il est soumis parfois à des injonctions paradoxales, parce que du coup, la sexualité, elle fait vendre énormément, mais aussi on n'en parle pas aussi librement qu'on pourrait le faire. La sexualité, elle répond pas à une norme, elle est vraiment spécifique à la normalité de chacun, et elle évolue dans le temps et elle se transforme en fonction des expériences de vie. On parle de sexualité pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a une maladie chronique, la santé sexuelle, elle consiste dans une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que de la possibilité d'avoir des expériences agréables et sécuritaires, sans coercition, donc sans contrainte de quiconque, ni discrimination et violence. Et bien évidemment, pour maintenir une bonne santé sexuelle, il faut que tous les droits soient respectés, tous les droits de chacun soient respectés. Quand on parle de sexualité et cancer, il y a plusieurs fausses croyances qu'on peut entendre tant du côté des patients que du côté des soignants. Donc le tabou, il perdure parce que souvent dans le cancer, on pense que c'est pas une priorité en fait d'aborder la sexualité parce qu'il y a d'autres enjeux, et notamment des enjeux de vie et de mort. Et souvent, la maladie, elle est un peu synonyme d'arrêt ou de désintérêt vis-à-vis de l'intimité. Et ça, c'est pas forcément le cas pour une grande partie de la population. Sauf que ce sont des besoins qui sont pas exprimés. Et le fait de ne pas exprimer ces besoins, ça entretient les difficultés sexuelles. Il y a différents facteurs qui influencent la sexualité vis-à-vis du cancer, notamment les traitements dont le docteur Legros parlera plus précisément, la sévérité de la maladie et aussi le rapport à sa sexualité avant le cancer, et ça on le précisera un peu plus tard. Et du coup, ça a différentes répercussions sur la sexualité, donc l'altération de l'estime de soi par le biais de la modification de l'image du corps, la baisse du désir, la fatigue, les douleurs, ainsi que le trouble de la fertilité et la ménopause précoce. Donc, docteur Legros, Donc effectivement, on sait que la maladie va influencer sur la qualité de vie, et notamment sur la qualité de vie sexuelle. Et parfois, les effets secondaires des thérapeutiques peuvent entraîner aussi une mauvaise observance thérapeutique lorsque ces effets secondaires ont des impacts sur la sexualité. Alors si on aborde les différents plans de prise en charge d'un cancer du sein, dans la plupart du temps, le cancer du sein, le traitement premier, ça va être une prise en charge chirurgicale. Alors, depuis les dernières décennies, on a une augmentation du nombre de traitements conservateurs au niveau mammaire, avec une diminution de la taille, les conséquences de la chirurgie sur l'image du sein et sur la forme du sein. Mais il existe tout de même si on est le plus conservateur possible, le plus mini-invasif possible, il existe toujours une modification du sein. Et celui-ci va diagnostic, mais les éléments définitifs du diagnostic ne seront connus qu'après la chirurgie. C'est un sujet qui est finalement difficilement abordable au premier rendez-vous, mais on peut toujours être ouvert à la discussion et c'est souvent les patientes qui vont apporter des questionnements sur ces sujets-là, plus que le praticien, puisqu'effectivement, dans ce premier temps-là, on est vraiment sur une somme d'informations très importante pour le reste de la prise en charge.
et avec beaucoup d'informations qui viennent parfois saturer la personne, et puis on est dans l'organisation des choses. Voilà. Ensuite, un traitement qui peut être réalisé au cours de la prise en charge d'un cancer du sein, ça peut être des traitements de chimiothérapie. On sait que la chimiothérapie dans le cancer du sein, dans la majorité des cas, on a une alopécie, c'est-à-dire une perte des cheveux. Tout ça, ça modifie l'image du corps, ça modifie la personne, et il y a parfois certaines patientes pour qui ça engendre une perte de leur féminité. Euh, on peut avoir aussi, lors des chimiothérapies, des irritations, des fragilités au niveau des muqueuses, et donc des mycoses plus fréquentes, des douleurs pendant les rapports. Alors pour tout ça, on peut bien sûr avoir des aides thérapeutiques, hein. On peut traiter les mycoses avec des traitements antimycotiques, on peut aider les patientes en utilisant des lubrifiants, en utilisant du gel à base d'acide hyaluronique pour effectivement voilà, relubrifier et aider à cicatriser au niveau vaginal. Ensuite, la majorité des patientes qui ont eu un traitement conservateur auront de la radiothérapie. Alors, lorsqu'on fait de la radiothérapie, on est amené à faire des tatouages. Et ça aussi, effectivement, c'est une modification du corps. Et effectivement, ça peut être des choses qui soient mal vécues au niveau du corps. Et on peut avoir des douleurs mammaires secondaires à la radiothérapie avec des fois des phénomènes de brûlure. Souvent, les patientes auront aussi de l'hormonothérapie. Et on sait que l'hormonothérapie va diminuer leur libido, entraîner parfois une ménopause avec des bouffées de chaleur, de la prise de poids, de la sécheresse au niveau vaginal. Et tout ça aussi modifie l'image corporelle pour les patientes. Lorsqu'on prend une hormonothérapie et que la patiente est en âge de procréer, il faut aussi penser à la contraception. Et effectivement, en termes de contraception, les patientes sont contre-indiquées à toute contraception hormonale. Et donc, parfois, c'est un petit peu paradoxal de parler de contraception alors qu'elles sont en aménorrhée. Et finalement, qu'il y a aussi cette diminution de l'activité sexuelle et du désir sexuel. Donc voilà, mais c'est des sujets qui sont importants à aborder. En termes de projet parental, 15% des patientes diagnostiquées où le délai sera trop juste. C'est-à-dire que ces patientes-là, finalement, n'avaient pas de projet parental, et puis elles arrivent à un âge où peut-être que c'était un projet qui était encore possible, et finalement, ben, entre la mise en place des traitements, des fois des traitements de chimiothérapie, un traitement qui va s'étaler sur une année, et ben, on arrive sur des cas où finalement la préservation de la fertilité ne pourra pas être possible. Et c'est parfois un deuxième deuil à avoir finalement parce que en fait c'est aussi parfois pour certaines patientes une, une perte de leur féminité de se dire que finalement en fait eh ben, elles ne pourront pas avoir d'enfant. Après un cancer du sein, on conseille aux patients d'attendre 2-3 ans avant de faire une grossesse. Pourquoi? Mais parce qu'en fait c'est le pic maximum de récidive des cancers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grossesse ne va pas augmenter le risque de récidive du cancer du sein. Et lorsqu'on envisage une grossesse, eh bien, il faudra attendre 3 mois après la fin de l'hormonothérapie pour envisager cette grossesse parce que les traitements d'hormonothérapie sont tératogènes, c'est-à-dire peuvent induire des malformations fétales. Et lorsqu'un projet de grossesse est à initier, il faut toujours en parler à son oncologue ou toujours en parler à son chirurgien pour ça. Voilà. Ce qui est important à dire pour rebondir, tu évoquais du coup la perte de féminité, l'altération de l'image du corps. C'est des questions en fait qui viennent faire écho en fait à la question identitaire des patientes. Et du coup, en ça, même au niveau de leur identité sexuelle, elles se retrouvent un peu perdues en fait, parce que leurs repères changent. C'est bousculé, elles avaient des habitudes, une normalité sexuelle dans leur intimité avec elles ou avec leur partenaire. Et du coup, il peut y avoir de l'appréhension, de l'anticipation anxieuse vis-à-vis des douleurs qu'elles peuvent ressentir. Et du coup, comme c'est pas mis au premier plan en fait dans la prise en soin, parfois c'est tu. Et c'est tu même dans le couple en fait. Donc c'est pour ça qu'il est important de rétablir la communication, d'exprimer en fait ses ressentis vis-à-vis de son corps et vis-à-vis de l'autre, pour finalement reconstruire en fait cette alliance avec son partenaire. Parce que souvent le partenaire il est aussi impacté en fait dans le cancer du sein
Et ce qui arrive, c'est qu'il est aussi, lui, dans une dynamique où il veut préserver en fait sa compagne qui est en train de vivre des choses compliquées, tant sur le plan de sa santé que de son intimité de femme. Et, euh, et du coup, il y a des quiproquos sous couvert de non-dit en fait qui se créent. Et l'idée, c'est vraiment de rétablir finalement cette communication avec le partenaire pour essayer de voir quelles sont les attentes, quels sont les désirs aussi. Enfin, on verra un peu plus tard que finalement, l'un des accompagnements, c'est de recréer la place du désir en fait dans le couple. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, il m'arrive d'accompagner des femmes qui ont des problématiques en lien avec leur sexualité, parfois elles sont dans l'évitement de l'intimité, donc elles n'osent pas trop, elles ne le communiquent pas, le partenaire est aussi dans cette dynamique-là. Et ce qui se produit, c'est que moi je leur dis, mais peut-être qu'il faut juste dire quand est-ce que vous avez envie. Dire des personnes qui avaient une sexualité active, qui voient leur activité se détériorer, on compte une 41% en fait de baisse de fréquence chez les femmes pendant leur parcours de prise en soins, 0,5% qui arrêtent complètement une activité sexuelle. Comme si finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis des fausses croyances, parce qu'on est atteint par un cancer du sein, on ne doit plus avoir d'intimité, ni avec soi-même, ni avec son partenaire. Euh, et ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a presque 60% des femmes qui ont arrêté toute activité sexuelle et qui restent encore inactives 2 ans après, en fait, la fin des traitements. Ce qui est quand même énorme, mais parce qu'elles ont un manque d'information énorme et que, voilà, comme c'est un sujet dans sa vie de tous les jours et qui est un désir important pour ses qualités de vie. Euh, voilà, Et alors, ouais, pour rebondir un petit peu sur ce sujet, euh, donc tu faisais référence là à l'étude de Vican là, qu'il y avait Oui, eu, effectivement, et exactement. ils ont Ouais. fait, ils ont eu une première analyse à 2 ans, une deuxième analyse à 5 ans. Alors, il y a quelque chose qui est quand même très rassurant aussi pour les patientes, c'est que finalement, globalement, la vie de couple, c'est-à-dire la situation des patientes Mm. en termes de couple est relativement stable. C'est-à-dire que, alors, il y a, dans 86% des cas, on a soit une stabilité de leur relation, soit même dans 40% des cas, une relation qui est améliorée au Mm. sein de leur couple. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Exactement. Tu en as parlé, effectivement, 60% de baisse de libido à 5 ans, euh, 50% de diminution de capacité à avoir un orgasme, une diminution des fréquences dans 64%, avec quasiment 50% effectivement de patientes qui n'ont pas eu de rapport dans les 15 Mm. derniers jours. Et il y a quand même 40% de ces patientes qui sont insatisfaites de cette Mm. situation. Ça veut dire que finalement, ce sujet de la sexualité, ça a une répercussion sur leur qualité de vie. Et c'est quelque chose qui est important et effectivement, il faut en parler de ça. Et à 5 ans, ils ont montré peut-être une petite amélioration chez les 18-40 ans, entre 2 ans et 5 ans, une petite amélioration sur la libido, la fréquence des rapports et la satisfaction des patientes. Donc ça veut dire que finalement, chez des patientes jeunes, eh bien, c'est pas quelque chose qui est perdu. On peut retrouver, Oui. réaugmenter sa libido, retrouver une fréquence des rapports et Mm. retrouver en qualité de vie sexuelle. Exactement. Exactement. Et ça soulève aussi que finalement, quand on est jeune, on a plus le droit, du coup, d'avoir accès à une Ouais, sexualité. Et c'est pour ça que probablement, c'est plus sur des patients qui sont un peu plus âgés. Il se trouve que, voilà, probablement que les cancers du sein sont diagnostiqués de plus en plus tôt. Enfin, j'ai pas forcément de notion de chiffre en tête, mais du coup, il y a cette idée que c'est plus acceptable, finalement, que une personne jeune ait recours plus facilement, en fait, et retrouve plus facilement sa sexualité, ce qui est moins le cas, finalement, pour une partie de la population qui est considérée comme moins jeune. c'est Euh, ça. Par exemple, enfin voilà, je suis en train de penser, j'imagine une personne âgée, ça va pas passer à l'esprit de l'interroger sur sa sexualité, ce qui finalement se questionne tout comme une personne Jeune. moins jeune. Et souvent, les patientes, elles sont aussi surprises qu'on les interroge pas là-dessus. Donc quand elles sont très à l'aise avec leur sexualité, elles en parlent assez spontanément en effet, mais sinon c'est tu. Et du coup, elles aussi, elles restent comme ça. C'est-à-dire qu'en plus du fait qu'elles avancent en âge, on considère que c'est plus un droit finalement. Ouais. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais il y a vraiment une représentation sociale en fait, vraiment dans l'imaginaire collectif qui fait que bah,
si on est jeune, finalement, il faut qu'on se pose la question quand même, parce que la sexualité, elle est souvent associée en fait à la procréation aussi. Donc voilà, quand tu es jeune, la capacité à procréer, elle est beaucoup plus importante. Du coup, c'est quand même quelque chose où on est, voilà, c'est plus important de répondre à ce besoin dans ce premier temps. C'est-à-dire que c'est c'est moins facilement associé à la quête de plaisir euh, dans dans un parcours de soins qui est quand même connoté très négativement parce que la maladie, finalement, c'est vraiment quelque chose de désagréable qui vient bouleverser finalement tous les projets de vie. C'est quand même à partir du moment où il y a un besoin, où il y a un désir en fait d'avoir une sexualité, c'est quand même important de le parler et de le nommer. Et ce qui est important aussi, c'est que il n'y a pas de normes en sexualité. Ouais. Parfois, effectivement, quand on interroge les patientes plus âgées sur leur sexualité, finalement, elles préféreraient garder, enfin, Mm. elles aimeraient continuer une sexualité, mais souvent, c'est finalement le Mm. partenaire qui a des problématiques de Ouais. sexualité. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, passé un Mm. certain cap. Et finalement, c'est tabou dans la Mm. société, Ouais. du fait effectivement de l'idée reçue que passer un certain âge, la sexualité, elle est Ça quasi n'existe pas. inexistante. Ouais, exactement. Pour revenir sur le rôle important du partenaire, parfois le partenaire, il a peur aussi. Mm. C'est pour ça que c'est aussi une problématique de couple et pas une problématique simplement de la patiente. Le partenaire peut avoir peur de faire mal, peut effectivement être un peu dans l'inconnu. Alors c'est à Mm. la patiente aussi de rassurer, et parfois c'est les patientes qui ont peur Mm. de ce que va ressentir leur compagnon, par exemple sur les cicatrices Exactement. Ouais. ou sur ou la baisse d'estime d'elles qu'elles ont, leur perte de féminité, alors que finalement leur compagnon, bah, en fait la cicatrice, il s'en fiche, Mm. Ouais. euh, bah, tu as pas de cheveux, mais c'est pas grave, je t'aime Mm. quand même. Ouais. Euh, donc c'est vrai que c'est difficile et c'est une prise en charge de couple. Mm. Et il faut que que la patiente aide aussi à mettre en confiance son partenaire et que ce soit finalement une réassurance et une mise en confiance commune et tous les deux, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on accompagne, euh, là par exemple, on va partir d'une patiente qui est atteinte d'un cancer du sein. Moi, l'idée quand je les accompagne, c'est vraiment d'évaluer finalement, elles, quel est leur regard par rapport au cancer, les répercussions sur leur sexualité et quelles sont leurs difficultés. À partir de ce moment-là, quand vraiment c'est de l'anticipation anxieuse en fait de la femme qui est atteinte du cancer du sein ou qu'il y a une baisse d'estime d'elle-même vis-à-vis de ça, on travaille cette question-là. Quand vraiment dans les entretiens, on se rend compte que finalement c'est une problématique de dynamique de couple, c'est dans ce cas-là en fait où on invite le partenaire. Moi, je propose toujours en fait aux patientes soit à un moment donné qu'elles viennent avec leur conjoint ou leur conjointe en fonction de leur orientation sexuelle, soit que le conjoint vienne aussi seul. Voilà. Après, on est confronté aussi à d'autres représentations par rapport à aller vers un psychologue ou un sexologue avec tout ce qu'on peut entendre finalement sur ce que ça renvoie sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait de nos pratiques en matière de sexualité, etc. Mais du coup, on commence vraiment par le patient en fonction de tout son entourage. On élargit finalement la prise en charge et là, on essaye de fixer finalement quelle est la plainte sexuelle réellement. Est-ce que la plainte sexuelle, elle vient de la femme du fait d'une difficulté conjugale ou est-ce que vraiment c'est une répercussion finalement de la maladie? Souvent, il y a aussi la croyance que les couples se séparent quand il y a un cancer, souvent en effet sous couvert de problématiques sexuelles. Moi, ce que je renvoie souvent aux patientes et ce que la littérature dit aussi, c'est que souvent, s'il y a rupture, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements sexuels en amont de la relation. Et que c'est pas le cancer qui provoque ça. Parce qu'en effet, comme tu disais tout à l'heure, finalement, quand il y a pas de dysfonctionnement conjugaux, en fait, avant l'arrivée du cancer, en effet, soit ça se stabilise et soit ça s'améliore, en effet, par rapport à l'épreuve du cancer qui est vécue finalement dans ce système finalement conjugal et familial plus largement. Euh, Ensuite, comment accompagner? Il y a vraiment la question de la communication qui est importante. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'idéal, c'est important que ça soit parlé par le soignant, mais ça, c'est vraiment une question d'information en fait. L'idée, c'est pas forcément de
faire une consultation sexologique, c'est d'informer en fait. Ouais. Vous avez le droit, même avec un cancer du sein, d'avoir une sexualité. La question c'est est-ce que vous pouvez le faire? Quelles sont vos difficultés? Comment on peut vous accompagner? Et dans ce cas-là, on oriente vers le professionnel en question. Et puis ensuite, il faut aussi identifier les repères. Quels sont les repères dans la sexualité? Qu'est-ce que c'est pour vous la sexualité? Parce qu'on n'a pas en fait forcément la même définition de sa sexualité. Donc on vient définir le vocabulaire finalement. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous la sexualité? Est-ce que ça se constitue en préliminaire, rapport sexuel, jouissance? Est-ce que pour vous, les 10 préliminaires, en fait, c'est finalement du rapport sexuel déjà? Est-ce que finalement, vous êtes juste dans quelque chose euh, de l'ordre de la connexion, en fait, aussi spirituelle en matière de sexualité, dans le contact, dans le toucher? Qu'est-ce que c'est pour vous? L'idée, c'est vraiment de définir ça et de rappeler, comme ce que tu disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de normalité et que la normalité, c'est la sexualité qu'on pratique avec soi-même ou avec l'autre à partir du moment où elle est en accord avec ses valeurs profondes. Et ça, c'est quand même très précieux à rappeler parce qu'il y a aussi plein de stéréotypes de ce qu'est la sexualité, euh, ce que doit être en fait la sexualité dans le couple, qu'est-ce qu'on doit faire, combien de temps on doit le faire. Moi j'entends souvent, bah, vous vous rendez compte, voilà, je fais 3 fois par semaine, mais bon, il y a ma copine qui le fait 6 fois par semaine, comment c'est possible? Je dis, vous avez envie de 6 fois par semaine? Quand la réponse elle est non, on vient réassurer et on dit, bah, pas grave, chacun a sa fréquence, chacun a sa pratique, et c'est ça qui est important, en fait. Et ça évolue dans le temps, c'est-à-dire que si vous faites pas, si vous n'avez pas de rapport sexuel en fait tous les jours pendant 3 mois, et puis après tous les jours pendant 6 mois, bah, c'est ok. En fait, l'idée c'est vraiment de venir légitimer en fait euh, la, la vie sexuelle en fait parce qu'il faut qu'elle coïncide avec le bien-être en fait du patient, Et enfin du de la couple. patiente et du couple exactement. Ouais, c'est ça. Et voilà, il y a pas de règles en fait. Les seules règles qui existent, c'est les règles que la personne se met et que le couple se Se met, met. ouais. Et ça, c'est quand même très précieux à rappeler parce que même si on sort du contexte du cancer, en fait, la problématique, elle est la même. En fait, c'est qu'elle se transfère juste sur un événement de vie qui est la maladie dans ce contexte-là et qui a des altérations beaucoup plus enfin en tout cas des répercussions beaucoup plus brutales parce que la maladie, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on subit parce qu'elle nous tombe dessus et que souvent on est dans l'incompréhension et dans la sidération en fait de l'annonce du diagnostic. Et, euh, et du coup, Et que finalement, c'est plus souvent un phénomène qui va être déclenchant et qui va déséquilibrer une exactement, situation déjà un peu précaire sur le plan sexuel, exactement, que finalement vraiment quelque chose qui va, comment dire, qui va être lui-même responsable de cette exactement, diminution. C'est souvent exactement, finalement des couples qui déjà avaient des problématiques sur exactement. la sexualité, Ouais. qui ont des problématiques par la suite, que finalement Quelque chose simplement qui, l'événement qui, c'est pas la cause en c'est pas fait. la cause Voilà. seule, C'est quelque chose, effectivement. le cancer, c'est quelque chose qui vient accélérer en fait le processus de dysfonctionnement. En fait, il n'est pas à l'origine d'eux, il vient exacerber s'il y avait des difficultés. S'il n'y avait pas de difficultés, il y a besoin d'un réajustement conjugal à opérer parce que ben, voilà, c'est un événement de vie majeur, le cancer du sein, et que du coup, forcément, sur le plan individuel, sur le plan conjugal et sur le plan familial et sur le plan professionnel, il y a plein d'ajustements à faire. Et du coup, s'il y avait dysfonctionnement, ça vient majorer les dysfonctionnements. S'il n'y avait pas de dysfonctionnement, c'est vraiment un rééquilibre à avoir pour en fait retrouver quelque chose qui convienne à la femme et à son couple finalement. Moi, ce que je peux te donner comme piste en fait en matière d'accompagnement sur le plan vraiment sexologique, c'est que du coup, moi je parlais des repères à identifier tout à l'heure, il y a aussi une exposition progressive en fait à l'intimité érotique. Donc pour ça, il y a deux pratiques qui ont été mises en évidence par les précurseurs en fait de la sexologie, donc William Masters et Virginia Johnson. C'est une pratique qui s'appelle le Sensate Focus et aussi le slow sex, c'est-à-dire que ça vient vraiment rompre finalement les représentations qu'on a
du rapport sexuel où vraiment il y a ce que je disais tout à l'heure, préliminaire, rapport sexuel, jouissance, et que là on se concentre vraiment sur une sexualité en pleine conscience. C'est-à-dire finalement dans une pratique de l'intimité qui peut être beaucoup plus automatisée et beaucoup plus stéréotypée, finalement on est dans quelque chose où on se demande ce qu'on fait, on se demande ce que ça procure chez soi, ce que ça procure chez son partenaire, pour vraiment retrouver confiance et en soi, en son image et en son estime de soi, et en ce qu'on peut renvoyer à l'autre. Et ça vient aussi rassurer l'autre. Et l'objectif, c'est vraiment de rompre finalement toutes les anticipations anxieuses, en fait, ces appréhensions que peuvent avoir les partenaires pour aller vers l'intimité de couple, et aussi par rapport à la femme en question. Euh, on peut aussi évoquer la reprise ou l'initiation, si ça n'existait pas avant, en fonction des personnes, de l'auto-érotisme. Donc ça consiste toutes les questions de comment finalement je peux, moi, me procurer du plaisir ou faire susciter le désir dans un premier temps. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit avec le patient ou avec le couple en fonction de leur demande. Et du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter d'être dans l'évitement, du coup. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans l'évitement en fait du rapport intime, ça vient cristalliser en fait aussi des difficultés parce que on se dit que plus on n'y va pas et plus ça va déplacer le moment où on va devoir s'y confronter. Et finalement, à force de déplacer le moment, ça vient cristalliser la difficulté, ce qui peut devenir une difficulté majeure. Donc plutôt que d'être dans l'évitement, l'idée c'est vraiment de recréer la place au désir euh, dans, dans l'intimité avec soi-même ou dans l'intimité avec la personne qui constitue le couple. Et du coup, ça permet de venir légitimer et de venir se dire qu'à un moment donné, on peut y aller et que c'est pas parce qu'on dit qu'on a envie qu'on est obligé de passer à l'acte. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, les patientes, elles disent, mais du coup, en fait, moi, j'avais juste envie d'un câlin et du coup, je me suis dit que voilà, on allait finir par avoir un rapport sexuel souvent pénétrant. Et finalement, moi, j'avais pas envie de ça, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui s'établit finalement avec son partenaire, où finalement, on dit, bon, voilà, moi, j'ai besoin de ça, je vais te le dire à ce moment, à un moment quand j'aurai envie d'aller plus loin, mais du coup, moi, j'ai envie de te dire quand j'ai envie, et ça, c'est important, en fait, à prendre en considération. Donc, Ça, c'est voilà. un peu comme ce que tu me disais, effectivement. C'est un peu comme des adolescents. Il faut qu'ils se redécouvrent. Exactement, Il oui, faut oui, qu'ils y aillent exactement. progressivement, qu'ils Ouais, tâtonnent et que ils sont. exactement. C'est-à-dire que c'est ce qui est compliqué, c'est que finalement, quand il y a le cancer du sein qui arrive et qui bouleverse un peu cette intimité et cette sexualité, en fait, on redevient psychiquement un petit peu adolescent, en fait, sauf qu'on a toute l'expérience sexuelle qu'on avait avant. Donc, on est tiraillé finalement entre ce désir de revenir à la sexualité qu'on a connue avant, sauf que du coup, on ne revient pas à cette sexualité parce qu'il y a le cancer qui est passé par là. Mais du coup, on reprend les bases pour retrouver en fait une sexualité en incluant en fait le cancer et les répercussions qu'il a eu. Et du coup, mais finalement, c'est comme les autres problématiques, c'est-à-dire souvent les patients, ils veulent retrouver leur vie d'avant. Bien sûr, vous allez retrouver une vie qui ressemble à celle d'avant, mais où vous avez quand même expérimenté le cancer, les Les traitements, maladies, ouais. etc. Et du coup, forcément, ça a eu des modifications sur votre manière d'appréhender les choses, vos priorités de vie. Et du coup, vous n'êtes pas complètement pareil, mais en fait, on n'est pas complètement pareil d'un jour à l'autre, même sans traverser la maladie. Bien sûr. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte de la même manière, parce que le cancer, c'est quelque chose de brutal, en fait, quand on y est confronté. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, ce que je retiens principalement, c'est quand même que la communication est importante, du coup, dans le couple, et aussi avec son soignant, avec les personnes tout au long du parcours, aussi bien dès le départ avec le chirurgien qu'au niveau de l'oncologie, au niveau de la radiothérapie. Donc ça, c'est important d'en parler et aussi de respecter ses besoins, visiblement. C'est savoir se connaître, c'est bien se connaître et aussi respecter ses besoins et encore une fois en parler dans le couple. C'est les points principaux. Donc merci beaucoup à vous deux. Moi j'avais quelques questions, mais vous avez répondu quand même à pas mal de choses. Moi j'en aurais une quand même, c'est les hommes qui ont un cancer du sein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont un cancer du sein.
Quand c'est un homme qui a atteint un cancer du sein, est-ce qu'il a la même réaction au niveau sexologique qu'une femme? Comment... Alors, Je, je dirais que bon, sur l'image du corps, peut-être que effectivement alors c'est souvent des traitements plus radicaux chez les hommes Oui. finalement, hein. C'est souvent des néoplasies qui sont plus agressives. Et je pense que l'image effectivement du sein sur, on va dire, l'organe sexuel chez l'homme est peut-être moins investie dans l'inconscient des gens. Après, effectivement, les thérapeutiques vont créer aussi de l'impuissance, hein, donc, effectivement, et des troubles de l'érection. Donc, Mm. alors, on a peu d'hommes Oui. atteints de Mm, cancer du sein, mm, ce sont plutôt des patients plus âgés. Euh, donc, effectivement, alors moi, je ne sais pas si tu as déjà eu des cas d'hommes. Alors, oui, moi j'ai déjà eu des cas d'hommes. Alors forcément, dans tous les cas, le cancer, c'est une maladie, donc ils le vivent forcément difficilement. Ce qui entre en jeu, surtout avec les hommes, c'est cette question de l'identité, en fait. Dans quelle Ouais, mesure je reste un homme, étant donné que le cancer touche un organe qui se veut féminin, en fait. Mais ça fait écho finalement à la problématique de la sexualisation de la poitrine des femmes. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, on est moins un homme si on a un cancer du sein, ou en tout cas on est moins viril au sens social du terme. C'est-à-dire que dans la société, la virilité, c'est vraiment une construction sociale en fait de l'homme dominant, alors qu'on ne parle pas des masculinités. Moi, souvent, ce que je disais, je pense à un patient en particulier, je lui expliquais que voilà, le sein, ça restait un organe, en fait, qu'il le sexuait ou pas en fonction de lui, ce qui était important pour lui, et que s'il s'identifiait dans un genre masculin, c'était ça, en fait, qui était important. Mais du coup, on avait aussi axé nos échanges sur vous, quelle est votre masculinité finalement? Comment vous vous identifiez finalement dans votre masculinité? Et les masculinités étant plurielles, en fait, ils pouvaient se retrouver dans celle qui lui convenait le mieux. ouais. Donc bien évidemment qu'ils le vivent difficilement aussi, parce qu'en fait, il y a des représentations sociales qui font que bah, le sein, c'est la femme, sauf qu'on oublie qu'ils ont aussi des seins, sauf qu'on les voit moins, donc ils sont moins sujets en fait à la sexualisation. Et du coup, c'est ça qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Ouais, encore beaucoup de croyances, quoi. Oui, 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 mais il Voilà. y a plein de choses à déconstruire en matière de sexualité, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse cette Tout à table fait. ronde aussi aujourd'hui. Euh, Moi, docteur Legros, est-ce que c'est un sujet que vous abordez en consultation? Alors, c'est ce que je disais, moi, souvent, j'arrive très, très précocement dans la prise en charge, puisque la majorité sont pris en charge chirurgicalement par une chirurgie première. Et donc, finalement, sur le premier rendez-vous, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément. C'est-à-dire que parfois, certaines femmes, alors on parle beaucoup, en tout cas, moi, je parle beaucoup des cicatrices, comment elles sont, où ce sera. Je les informe vraiment sur la modification de la forme du sein. Est-ce que ce sein sera déformé ou est-ce que non, il ne sera pas déformé parce que effectivement, on va pouvoir faire un traitement qui soit esthétiquement joli. Et puis finalement, c'est des questionnements. Donc ensuite, ces patientes, elles vont partir sur leur parcours de prise en charge adjuvante, c'est-à-dire des traitements complémentaires à la prise en charge chirurgicale. Et finalement, c'est plutôt des questions qui vont arriver sur du suivi. Mhm. Donc des patientes que je vais revoir souvent 1 an après le traitement chirurgical. Et puis effectivement, quand la confiance commence à s'établir, qu'on commence à- que la patiente est en confiance et sur lequel, c'est à ces moments-là finalement, c'est plutôt dans le suivi, on va aborder la sexualité, les problématiques de sécheresse, les problématiques de libido, de désir. Et donc finalement, c'est des sujets qu'on peut aborder, mais rarement, très précocement dans la Oui. prise en charge. Alors je pense que effectivement, pourtant, et on en avait discuté, je Oui. pense qu'il faudrait une prise en charge de l'altération sexuelle très tôt. Mhm. Mais parfois, c'est difficile d'aborder ce sujet en même temps que la consultation d'annonce et en même temps que la consultation de chirurgie. Alors c'est possible, mais c'est vrai que alors c'est des choses qu'on pourrait peut-être remettre à la place en post-chirurgical, peut-être effectivement ouvrir la porte aux patientes de façon un peu plus claire pour qu'elles évoquent ce sujet-là sur la sexualité. Mais effectivement, souvent on les revoit 3 semaines après l'intervention chirurgicale, donc elles sont encore dans la fatigue un petit peu de Bien sûr. l'intervention, Mhm. dans la cicatrisation, dans les résultats définitifs de la Mhm. chirurgie qui vont quand même
nous donner aussi le pronostic de la maladie et les thérapeutiques Une qui vont inquiétude. suivre. Donc voilà. Mais c'est des sujets qui, bien sûr, j'invite les patientes, elles peuvent aborder ces sujets avec leurs chirurgiens, avec leurs oncologues, avec leurs radiothérapeutes. Ouais. Tout le monde est ouvert à cette prise en charge sur la vie sexuelle et sur la qualité de vie sexuelle. Donc, Et je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est que le fait de l'aborder, ça ne veut pas dire que les patientes attendent forcément des solutions, en fait, des interlocuteurs, mais peut-être simplement de l'information. C'est-à-dire que, voilà, ouais. il y a ces professionnels-là qui s'en occupent, il y a ces documents-là qui peuvent être intéressants. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'informer, en fait. D'informer qu'il y a des Que... possibilités, Exactement. c'est pas une obligation, Exactement. mais qu'il y a des Voilà. possibilités pour leur prise en charge effectivement de leur sexualité. Et puis dans la manière de l'aborder, c'est ce qu'on se partageait ensemble. Du coup, voilà, l'idée, c'est pas de demander si, voilà, au niveau des rapports sexuels, comment vous allez. On peut être Ouais. un peu plus contenant et bienveillant en interrogeant d'abord sur finalement comment ça se passe à la maison, comment vont les enfants s'il y a des enfants, comment ça se passe avec les enfants, et du coup dans votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe, comment ça se passe, comment vous vivez ensemble le cancer, et finalement dans votre intimité, comment ça se passe. Est-ce que vous avez des difficultés, des craintes, est-ce que vous voulez en parler, est-ce que vous avez besoin de coordonnées pour pouvoir en parler. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit partir de quelque chose de beaucoup plus large et on réduit finalement de plus en plus le champ pour vraiment se concentrer sur quelles sont les difficultés sexuelles, est-ce que vous souhaitez en parler. Moi, parfois, il m'arrive, parce que parfois en sous-titre, il y a quand même des difficultés sexuelles qui ne sont pas nommées, et du coup, moi, il m'arrive de leur dire, écoutez, on peut parler de la sexualité si vous le souhaitez, voilà. Et puis c'est posé, ils en parlent tout de suite ou un peu plus tard. Quand c'est vraiment trop compliqué d'en parler avec un tiers, voilà, ils le disent, bah, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Enfin, je pense qu'il est aussi important de leur faire confiance en fait aux patients. Si on leur pose la question, ils vont le dire s'ils n'ont pas envie d'en parler. Enfin, voilà, c'est comme, c'est comme les problématiques de fin de vie. Enfin, voilà, là, c'est pas la question, mais si on n'en parle pas à un moment donné, euh, ils vont pas nous en parler spontanément. Je pense que juste dire que c'est possible, c'est comme recréer le désir dans le couple, finalement, la place du désir dans le couple. Dire que c'est possible, ça peut aussi amener à des questionnements et juste dire, bah écoutez, moi je suis pas forcément très spécialisée là, mais peut-être qu'avec mon collègue ou ma collègue, vous pourrez aborder ça plus en profondeur. Peut-être que ça peut aussi amener ces questions autour de la sexualité à être abordées beaucoup plus facilement pour les patients. Parce que, voilà, chaque femme, chaque homme, chaque couple est singulier, qui sont des expériences qui leur sont propres, que les répercussions, elles leur sont propres, et que du coup, on ne peut pas forcément avoir toutes les réponses tout de suite à donner. Moi, ça m'arrive de dire aux patientes, bah, écoutez, la difficulté sexuelle dont vous me parlez, bah, voilà, je la connais, j'en ai entendu parler, mais je la maîtrise pas. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde là, dans un premier temps, cette thématique, et puis la prochaine fois, quand on se revoit, bah, j'aurai du matériel avec lequel on pourra échanger de manière constructive pour vous apporter des pistes de réflexion, et on voit ça du coup aussi la prochaine fois. Ça, D'accord. ouais. Bah, du coup, ça va avec une question que je viens d'avoir. C'est en quoi consiste un accompagnement en sexologie? Ouais, bah, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à Mm. l'heure. D'abord, c'est vraiment accueillir la plainte sexuelle, vraiment définir ses contours, se mettre d'accord sur le vocabulaire parce que c'est très important. Euh, pour vous donner un exemple, la dernière fois, on parlait avec une patiente de masturbation. Moi, dans ma représentation, j'avais une masturbation vaginale et clitoridienne. Elle, elle me parlait que du clitoris. Du coup, voilà, il fallait qu'on se mette d'accord sur alors, qu'est-ce qu'on entend par masturbation, qu'est-ce que c'est pour la personne, comment il veut nommer les choses aussi, parce que elle parlait pas de masturbation, elle parlait de toucher parce que c'était beaucoup plus confortable. La pénétration, souvent, c'est un mot qui peut faire peur, donc on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. C'est vraiment définir le vocabulaire et ensuite définir du coup quel axe on traite en premier et comment on le traite ensemble. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Euh, voilà, est-ce que j'ai envie éventuellement d'avoir des exercices beaucoup plus comportementaux où finalement on aborde la question, on l'explique pour que ça fasse sens et ensuite
Après, les patients essaient de leur côté, à leur rythme, bien évidemment. Ça, c'est hyper important qu'il n'y a rien d'obligatoire, que s'ils n'ont pas envie, ils ont juste besoin d'intellectualiser, ben, on intellectualise pour le moment et on élabore. Et ensuite, ils voient après. Mais ça, c'est très personne dépendant et couple dépendant, finalement. Ouais, moi, je suis en train de penser à un patient. Alors, ça lui mettait très mal à l'aise que je sois une femme, donc c'était un homme. C'est pas du tout pour un cancer du sein, mais du coup, ça le mettait mal à l'aise que c'était une femme, et rien, le fait de le nommer, c'était compliqué. Donc, je lui ai proposé de ramener sa conjointe en consultation. Là aussi, c'était compliqué. Donc, ça voulait dire qu'il n'était pas disponible. Je n'ai pas insisté en lui disant, écoutez, je pense que vraiment là, il faut qu'on en parle. Voilà, c'était quelque chose qu'il avait envie que ça reste dans son cercle intime, et ils ont le droit aussi. Ils ne sont pas obligés de partager tout non plus avec leurs professionnels de santé avec qui ils sont, enfin, par lesquels ils sont accompagnés. Vous êtes à l'écoute, mais aussi il faut que le patient ait envie d'en parler, bien évidemment. Exactement, qu'il soit disponible et que ce soit le moment pour lui. C'est vraiment Tout deux à fait. éléments qui sont importants. D'accord. J'avais une question d'une patiente aussi. Est-ce que je dois venir à un rendez-vous avec mon mari pour parler de ce sujet, forcément Ça dépend. Ça dépend de quelle est sa demande. Moi, souvent, quand les femmes elles prennent rendez-vous, je leur demande pour voilà, quelle est leur demande initiale. Et voilà, est-ce que vous préférez venir d'abord toute seule, on fait le point ensemble, et puis après on inclut votre conjoint, ou est-ce que vous voulez venir d'emblée à deux? Et ça se discute vraiment avec le patient. Il n'y a pas de règle universelle sur l'accompagnement. Il faut vraiment, c'est vraiment important de se concentrer sur la demande du patient et leurs besoins aussi. L'idée, c'est vraiment pas de les mettre en difficulté. Ça sert à rien de venir voir le psychologue ou le sexologue. Voilà, si on ne se sent pas à l'aise ni en confiance. D'accord. Et j'ai une dernière question. Comment est-ce que je peux prendre rendez-vous avec vous? Eh ben, du coup, bah, il faut m'appeler, en fait. J'ai un numéro de téléphone. Voilà, c'est moi qui gère les appels. Donc, on m'appelle, on me laisse un message vocal ou un texto. Si jamais on n'arrive pas à me joindre par téléphone. Et puis moi, je rappelle dans tous les cas et on fixe le rendez-vous ensemble. Pour les patients qui sont suivis Pour sur les la patients qui sont polyclinique, suivis sur la clinique. sur la polyclinique. Exactement. Ouais. D'accord. D'autres questions? Parfait. Et bien, en tout cas, merci à tous les deux sur ce beau sujet, ces belles informations que vous nous avez données et cet éclaircissement, j'espère, pour tout le monde. Et je retiens vraiment encore une fois la communication et la communication pour tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.